Euh, Bruno Delrose, merci beaucoup d'intervenir à l'occasion de ce webinaire. Alors, vous êtes président du Club des 30, mais vous êtes aussi président d'une entreprise coopérative, vous êtes ancien président de chambre, vous avez contribué à l'écriture de Performance Globale du CJD, vous êtes président de territoire d'industrie, donc vous avez de multiples regards sur l'engagement des entreprises en Bretagne. Et peut-être première question sur le Club des 30, qui est l'un des plus anciens clubs d'entreprises orientés sur son territoire. Pourquoi un tel lieu d'échange entre pairs sur la vision de leur territoire? Eh bien, ce qui est la caractéristique, Charles Benoît, de l'ensemble de ces expériences, c'est que les situations ou les contextes dans lesquels les gens se sentent en force sont rarement des endroits où on s'interroge sur un avenir et sont rarement des facteurs de militantisme. C'est parfois un facteur d'arrogance, mais c'est rarement de militantisme. Or, la Bretagne, que vous évoquez, a eu un moment le sentiment d'être fragilisée par son côté très ouest par rapport au reste de l'Europe. Et le général de Gaulle, d'ailleurs, lorsqu'il avait eu les Bretons qu'il avait rejoints, il faut bien rappeler, ce sont les premiers Georgiens qui se sont battus sur les lignes françaises, et c'était déjà vrai pour la Première Guerre mondiale, avait apprécié ce courage de gens qui, face à l'adversité, se mobilisent. Et bien, le Club des 30, c'est ça. C'est des gens qui se disent, il y a une adversité, je vais y venir après, on va essayer de la gérer, et si on la gère seul, isolé, on est fragilisé. L'adversité, c'était d'abord les infrastructures qui n'étaient pas suffisantes par rapport à cette connexion avec le reste de l'Europe que j'évoque, avec le reste de la France d'abord, mais avec le reste de l'Europe. Paris est centraliste, mais il faut vraiment les deux aspects. Et donc, ça explique que le Club 30 s'est battu sur beaucoup d'infrastructures. Il est à l'origine du combat pour la LGV au même titre qu'avec les politiques. Il s'est battu pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, aéroport commun Nantes-Saint-Nazaire d'un côté et Rennes de l'autre, mais aéroport fait pour le Grand Ouest. Il s'est beaucoup battu aussi pour les connexions routières de renom. Il s'est aussi battu pour Combi Ouest. Il s'est battu aussi pour Brittany Ferry. D'ailleurs, Jean-Marc Rouet est un des membres du Club des 30, le patron de Brittany Ferry. Il s'est battu à chaque fois dans une logique de dire faisons en sorte qu'ensemble, on justifie une accessibilité logistique qui fasse qu'on est performant. On s'est aussi beaucoup battu sur deux autres sujets qui sont le numérique et puis, j'allais dire, un traitement de l'énergie compétitive, et notamment avec la création de Redeo. Bon. Et là, on retrouve chez le Club de 30 la prise de conscience que, rassemblant des grandes entreprises de l'Ouest avec des centres de décision de l'Ouest, il fallait que les centres de décision restent dans l'Ouest. C'était absolument capital, même si les entreprises avaient des vocations mondiales. Et donc, il était absolument essentiel que l'ancrage territorial puisse entraîner quelque part l'ensemble des PME d'un territoire. Toujours le même principe de se dire une entreprise isolée est en danger, une entreprise donneur d'ordre sans ses sous-traitants est également en danger. Alors, le type de sous-traitants nécessaires, c'est à la fois des fournisseurs, bien évidemment, mais c'est aussi des centres de recherche, c'est aussi des dispositifs de formation. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé le Club des 30 pour aider à former des personnes de niveau qualifié, plutôt avec une logique entrepreneuriale, en disant, écoutez, ne faites pas simplement que rejoindre les grands groupes, vous pouvez vous y former, mais faites aussi vous-même vos propres entreprises pour créer ce fameux tissu. Un modèle vendéen gigantesque, si vous voulez. C'est ce que je pourrais dire dans un durée. L'autre caractéristique du Club des 30, c'est la capacité à se parler très franchement sur des intérêts stratégiques sur lesquels il faut se mobiliser. Je l'évoquais tout à l'heure sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Encore une fois, même si ça ne s'est pas fait, ce qui pour nous est une véritable catastrophe à long terme. Et je dis ça malgré le Covid. C'est-à-dire que évidemment qu'il y aura moins d'avions, mais le sujet n'est pas qu'il y ait moins d'avions. Le sujet est que les territoires soient connectés de façon raisonnée. Et on n'arrête pas de dire que, justement, il va falloir qu'on ait de l'avion à plus de 2 heures. Et donc, pour ceux qui veulent l'avion à plus de 2 heures, il n'y a rien à faire, il faut un aéroport. Parce que si vous dites à quelqu'un, vous prenez déjà 2 heures de TGV pour aller chercher un avion qui ensuite vous emmènera en Europe, il y a un moment où l'équation est trop lourde pour nos entreprises. Mais indépendamment de cet aéroport, le vrai sujet, c'est de se dire à un moment comment se mobilise-t-on les uns les autres pour faire en sorte que notre territoire soit un endroit qui ait toujours un coup d'avance dans le développement. Bon. Et donc, il faut choisir, et nous avons deux éléments sur lesquels je crois que le club a bien réfléchi.
Je vous le disais, c'est sur la formation. Et sur la formation, quitte à être redondant, on a plutôt favorisé des formations avec des dispositifs qui existaient. Le GR à Rennes, Audencia à Nantes, mais également l'école de Brest. On a été très favorable également au rapprochement du soft et du hard dans l'informatique entre Brest, Lannion et Nantes, l'école des mines. Et on soutient ça avec vraiment conviction en disant il faut qu'on crée une intelligence collective. Hein, c'est le mot au niveau de la formation. On a fait ça aussi sur la centre de recherche, je ne reviens pas sur les IRT, comme l'IRT Jules Verne, mais également Bécom en Bretagne. L'IRT Jules Verne, c'est à Nantes. Ce sujet-là fait qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont leur centre de décision sont capables de pouvoir promettre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais à leurs collaborateurs une évolution sur le territoire. C'est très important. Le job du conjoint est important, c'est l'un des sujets aussi dans le Club des 30, c'est de se dire comment on fait pour que l'ensemble de la famille puisse réussir sa vie. Et l'Ouest est très forte à ce sujet. C'est comment on peut réussir sa vie tout au long de la vie. Et tout au long de la vie, c'est avec une pédicité qui est dans la semaine, qui est dans le mois, qui est dans la vie, bien sûr. On y naît, on se forme et bien sûr à la fin de sa vie. Voilà ce que je pourrais dire sur le Club des 30. Alors, vous dire, d'autres l'ont fait. Oui, la seule chose, c'est que le Club des 30, c'est des entrepreneurs qui ont vraiment misé, qui se sont investis, qui ont mis de l'argent et qui ont testé ces modèles. Et quand un modèle ne marche pas, on l'arrête. Alors ça, c'est un des sujets que nous devons apprendre sur les territoires, et je crois que l'État pourrait regarder ça avec intérêt aussi, c'est qu'on teste, un peu à l'image de San Francisco, on teste, puis ça ne marche pas, on arrête. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve vraiment le discours de Marie-Martine Lips qui est sur cette logique de tester, de défricher. Et quand on regarde finalement l'étude qui vient de sortir sur le CJD, du CJD sur le jouet collectif en territoire, les dirigeants finalement d'entreprises nous disent à quel point il est important de jouer collectif entre collectivités, associations et entreprises. Et finalement, quand on regarde les chiffres en Bretagne, plus particulièrement, c'est très marquant parce qu'on a l'impression que les entreprises sont moins en partenariat avec les structures d'intérêt général que le reste de la France, mais on attend en revanche de types de partenariats beaucoup plus évolués, c'est-à-dire qu'on est moins sur le mécénat et la pratique responsable et plus sur l'innovation sociétale, comment est-ce qu'on invente ensemble. Et ça va tout à fait dans ce que vous dites en disant finalement c'est l'expérimentation, comment est-ce qu'on expérimente, comment l'entreprise n'est pas seulement un bailleur de fonds, mais finalement un expérimentateur avec les acteurs du territoire. Alors dans ce cadre-là, finalement, suite à la crise de la Covid-19, finalement, quelles peuvent être les priorités de ce jouet collectif en territoire en Bretagne aujourd'hui ? Je réfléchis à votre question parce qu'elle sous-tend plusieurs aspects. La première, c'est qu'il faut donner envie aux gens de travailler ensemble. Et vous ne donnez pas envie aux gens de travailler ensemble si vous ne leur permettez pas d'être acteurs. Les gens sont ainsi faits qu'ils ne peuvent pas être spectateurs uniquement, il faut qu'ils soient acteurs. Donc je crois que la première chose, dans les pistes concrètes, c'est qu'il faut pouvoir tester, prototyper, rendre les gens acteurs au plus près du terrain pour qu'eux-mêmes puissent se mobiliser. Alors c'est intéressant de mettre une vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus tous très soucieux de développement durable, et ce n'est pas du tout une lapalissade politique, c'est que clairement, chaque être humain qui a des enfants, qui a des amis, etc., qui voit sa propre vie de santé, sait très bien qu'il faut qu'on change notre mode de développement. Mais pour autant, on revendique le fait qu'on va être acteur de développement. Donc la première chose à faire, c'est effectivement analyser l'ensemble des parties prenantes et donner envie aux parties prenantes de travailler ensemble. Il y a un garçon qui s'appelle Gilles Le Cardinal, qui est l'un des créateurs de l'université de Compiègne, qui est très intéressant, et qui dit l'un des problèmes majeurs quand on gère les problèmes, quand on gère quelque chose à plusieurs, c'est que les gens aiment bien se coordonner mutuellement, mais à la fin, il n'y a plus personne qui est producteur, tout le monde se coordonne. On a une plurielle de coordinateurs. Bon. Alors, il ne disait pas ça comme ça, mais en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Il parlait bien mieux que moi. Et l'une des choses qu'il disait, et pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'on pense que le mode opératoire, le groupe de travail, la commission, les machins, comme disait De Gaulle, ça fait 2 fois que je cite le général, mais sont des sujets qui sont absolument incontestables et nécessaires si on veut être bien pensant. C'est une énorme erreur. Quand je dis une énorme erreur, je pense que c'est une sacrée connerie, pour parler poliment, excusez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un problème simple, il faut le donner à quelqu'un qui sait gérer un problème simple. Si vous donnez un cours dans un amphithéâtre, ce qui est important, c'est que l'amphithéâtre soit ouvert.
Donc un appariteur tourne la clé. Ça paraît dur de le dire. Mais essayez de donner un cours, enfin maintenant on arrête le télétravail, mais essayez de donner un cours si la porte est fermée. Vous aurez beau avoir toutes les meilleures têtes du monde sur un problème majeur, ça ne marchera pas. Et l'un des problèmes, c'est quand personne n'a dit c'est à toi d'ouvrir la porte avec ta clé. Problème simple, instruction simple, et c'est pas débile, c'est utile. C'est pas du tout péjoratif, mais simple. Ensuite, il y a les problèmes compliqués. Problème compliqué, c'est un problème d'expert. Problème compliqué, c'est un problème. Il faut avoir une connaissance technique. Et je sais bien qu'on l'a bien vu avec la Covid-19, comme vous le dites. Tout le monde s'est dit expert de tout et ça a été ridicule à la fin. Donc, un expert crédible qui doit rester sur son domaine. Quand un médecin fait de la politique, il n'est pas bon. Quand un politique fait de la médecine, il est encore plus nul. Bon, on l'a bien vécu avec la Covid. Oui, le troisième niveau, c'est les problèmes compliqués. Les problèmes, le deuxième niveau, c'est les problèmes compliqués. Le troisième niveau, les problèmes complexes, pardon. Complexe. Les problèmes complexes, là, ce n'est pas un sujet d'expert, c'est un sujet d'intelligence collective. Donc, ce qu'il faut, c'est des gens qui ont chacun leur domaine d'expertise et une capacité à travailler ensemble. Or, quand un dirigeant d'entreprise ou un animateur ne fait pas dissociation entre un problème simple, un problème compliqué et un problème complexe, ça donne ceci. Je donne à un groupe d'experts le choix de travailler sur la manière d'ouvrir la serrure de l'amphithéâtre que j'évoquais tout à l'heure. Il y a peu de chances que le cours démarre à l'heure. Il y a peu de chances qu'on arrive à une solution sur ça. Bon. Eh bien, c'est notre problème à tous. C'est quand on veut faire l'intelligence collective, on mélange, et nous, je crois que les Bretons, on a compris que les problèmes compliqués étaient à gérer avec des experts et que les problèmes complexes étaient à gérer en collectif. Pas à des gens qui prennent des postures, mais à des gens qui savent quel objectif ils veulent atteindre. Pas des gens qui cherchent un aspect existentiel, mais des gens qui disent on est trop peu reconnus pour prendre le luxe, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin pour se disperser dans des rivalités un peu stériles. Je crois que c'est ce qui caractérise les Bretons. En tant que président de territoire de l'industrie, Saint-Nazaire est la ville industrielle de France qui a résorbé son taux de chômage en passant de 23% à 8% sur les 25 dernières années. C'est le seul cas. Il y a des gens qui ont réussi à combattre le chômage sur d'autres aspects, mais par le développement de l'industrie, c'est le seul cas. Alors aujourd'hui, on est un peu touché par l'aéronautique, c'est clair. Et effectivement, avant, il n'y avait que la navale, et aujourd'hui, il y a l'aéronautique, il y a tout, etc. Eh bien, l'une des choses qui a été caractéristique, c'est un diagnostic sans appel. Parce que le jour où on fait un diagnostic sans appel, on peut entendre les signaux faibles, et le jour où on entend les signaux faibles, on sait se remettre en question et on peut avancer. Je crois que c'est ce qui est très probant, et quand le gouvernement a souhaité que les territoires, analyser ce qui se passait sur les territoires, il nous a demandé à Jean-Claude Pelter, qui est maire de Pornichet, qui est d'ailleurs un de mes anciens vice-présidents avec lequel on a créé Neopolia, et puis à moi en tant qu'ancien président de chambre, d'animer cette démarche. On a réuni 55 personnes. On était surpris. Pourquoi ils sont venus? C'est chez l'entreprise, il y a eu des leaders aussi de communautés de communes, il y avait des chercheurs, etc. Et en fait, ils nous ont dit, vous savez, ce qui nous plaît, c'est qu'on n'a que 3 réunions et on doit produire quelque chose. Et on a développé, c'est incroyable, 52 projets. Ils sont en cours d'analyse et de financement, ils ne se font pas tous. Mais on a créé une dynamique. Et ce qui était très, très amusant, c'est qu'il y avait plus de présentéisme à la 4e réunion qu'à la première. Alors ça c'est très fort. C'est un grand discours. Ça, c'est très fort. Voilà, exactement. Ce qui nous a beaucoup marqué dans l'étude aussi du CJD et de l'Observatoire, c'est finalement les dirigeants de PME semblent dire 2000, c'était le moment de l'expérimentation individuelle, de l'engagement des entreprises, et vous citiez Performance Globale, auquel vous avez vous-même contribué à finalement rédiger et faire et enrichir. 2010, celui des réseaux, où finalement entre pairs on va agir ensemble et répondre à des problèmes. J'ai bien fait la différence entre complexe et compliqué dans cette dynamique-là. Et puis finalement, une demande aujourd'hui d'infrastructure, de cette capacité à co-construire finalement entre acteurs, d'où la lettre d'ailleurs aux élus qui a été diffusée à l'occasion de la 6e rencontre des pionniers des élances en territoire. Finalement, cette capacité de
de co-construire, c'est peut-être parce que nous sommes dans une situation complexe aujourd'hui. Et peut-être qu'on est passé d'une succession de problématiques simples, voire compliquées, à une dynamique finalement où pour résoudre les défis, notamment des objectifs de développement durable, eh bien, cette intelligence collective, elle est de plus en plus demandée et sans doute de plus en plus territorialement demandée. Si vous n'aviez que un mot à retenir pour votre espoir pour les 10 prochaines années, quel serait ce mot pour que justement ce jouet collectif en territoire, eh bien, après tout le sillon qui a été ouvert, après tout le défrichage que vous avez pu faire et voir à travers vos différentes fonctions, eh bien, finalement, soit une réalité encore plus incarnée en Bretagne et dans le reste de la France, bien sûr. Oh, un seul mot rapide, le courage. Je crois qu'on a fait les analyses dans tous les sens. J'aime bien la façon dont vous avez posé le problème. Qui n'a pas fait une analyse de la situation? Tout le monde l'a compris. Alors, attention, les sujets restent complexes, hein, c'est pas binaire. Mais le courage d'assumer des priorités par rapport au reste. On le voit bien aujourd'hui. Je vais le dire assez, de façon très, très réductrice sans doute. Le maître mot de l'intelligentsia française, c'est pas le courage, c'est l'intelligence situationnelle. Je comprends le compliqué. L'Américain est pragmatique, un peu bœuf, Trump, mais pragmatique. Je n'ai pas dit que c'était bien, je dis ça comme ça. Eh bien, si on pouvait avoir le courage d'avoir une vision assumée à moyen et long terme qui permette aux générations futures de faire en sorte que les gens qui habitent ces territoires soient des gens qui peuvent réussir leur vie parce qu'on n'a pas tout bousillé, ça serait quand même assez beau. Voilà. Moi, je crois que le courage devient un maître mot. On parlait d'Attenger et je reviens au Club des 30. Le Club des 30, c'était quoi à l'origine? C'était une bataille au moment de la guerre avec l'Angleterre, où un certain nombre de chevaliers bretons ont trouvé que les Anglais pillaient sans vergogne, c'est pas parce qu'ils sont le Brexit, mais ils pillaient sans vergogne les territoires, et ils ont fait une alliance avec le roi de France, et ils ont dit plutôt qu'on fasse des massacres entiers de population dans tous les sens, 30 parmi les plus valeureux d'entre nous iront combattre 30 autres. Et l'esprit de la chevaleresque fera qu'on arrêtera la guerre si jamais l'un gagne et l'autre perd. Bon, l'histoire dit bien que Jean de Beaumanoir, qui était le commandant, le connétable qui dirigeait la partie française, si je puis dire bretonne française, a gagné. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce principe de dire ne nous cherchons pas des prétextes pour justifier le fait de ne pas se mouiller, de ne pas s'investir, de ne pas se mobiliser, de ne pas entreprendre. Faisons-le, on va se prendre des baffes, c'est pas grave. Je vous ai parlé longuement de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est un bon exemple. On s'est mouillé, on a pris une baffe, on a reçu des balles dans le dos. Mais je crois que c'est pas une question politique. C'est qu'à un moment, on donne un signe en disant aux gens, vous devez être courageux, et il faut simplement assumer ça à un moment ou à un autre. Bruno Hugues de la Rose, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous retiendrons le courage pour pouvoir faire le pari de la confiance demain. Merci de votre témoignage. À très bientôt. Au revoir. Merci Jean-Benoît. Bientôt. Au revoir. Merci.